Et bonjour tout le monde, bienvenue à cette première GitHub Copilot Office Hours de l'année 2026. Nous sommes Tug et Daniel. Tug, si tu veux vite te présenter pour ceux qui ne te Oui, connaissent pas oui, encore. bonjour, je suis Tugdual et je suis spécialiste copilot chez GitHub et très content de présenter avec toi aujourd'hui ce premier Office Hour de 2026, Daniel. Super, et moi je suis Daniel, je fais partie des équipes Microsoft en tant que Software Global Black Belt, donc je me spécialise sur tout ce qui est les outils développeurs, y compris GitHub Copilot. Donc, allons-y voir tout ce qu'on a sorti depuis les mois de décembre, malgré les vacances de Noël. Je pense qu'on n'a pas, on s'est pas trop arrêté du côté engineering et produit. Donc, on va un peu faire le catch-up tous ensemble. Alors, tout d'abord, on va voir un tout petit peu les dernières séances. Si vous voulez les consulter, elles sont toutes disponibles sous ces liens-là. Vous pouvez utiliser le QR code pour accéder rapidement. Il y a tous les derniers Office Hours qu'on a enregistrés disponibles aussi sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va d'abord présenter les dernières nouveautés, deux démos que Tug et moi, on a préparées sur Agent Skills et Agent Handoffs. Et après, on passera à répondre à toutes les questions que vous avez envoyées depuis la dernière séance. Et peut-être, si on a le temps aussi, quelques questions que vous pourriez publier aujourd'hui directement sur Teams. Donc, tout d'abord, il y a davantage de modèles qui ont été publiés, qui sont disponibles aujourd'hui déjà sur GitHub Copilot à travers les IDE, aussi sur github.com, comme GPT 5.2, 5.1, Cloud Opus 4.5 et Gemini 3 Flash. Donc, ce sont notamment Cloud Opus 4.5 et Gemini 3 sont des très bons modèles pour tout ce qui est agentic workflows, y compris les démos qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, on vous encourage à les utiliser, les tester pour les différents scénarios. Après, une autre fonctionnalité très intéressante qu'on a sortie, c'est celle des Copilot Memory ou la mémoire Copilot. Cette fonctionnalité est disponible pour les souscriptions Pro et Pro Plus. En quoi cela consiste? Tout simplement, au fur et à mesure qu'on va discuter avec GitHub Copilot, il y a une mémoire qui va être stockée sur github.com pour que Copilot se souvienne du contexte d'après les conversations, d'après les répertoires sur lesquels vous travaillez, et de cette manière préserver les contextes les plus importants entre séances de conversation. Et du coup, éventuellement, obtenir des gains de rapidité, de pertinence quand vous utilisez GitHub Copilot. C'est un preview et du coup, on vous encourage à l'utiliser et à nous faire part de votre feedback. Une autre nouveauté, c'est celle de pouvoir choisir spécifiquement les modèles qu'on veut utiliser quand on lance l'agent de codage sur github.com. Comme vous savez, sur github.com, on peut prompter GitHub Copilot directement sur le site web pour, par exemple, dire alors, Copilot, règle-moi ces bugs ou écris-moi ces tests unitaires. À partir de maintenant, on peut aussi venir choisir les modèles des langages qu'on veut utiliser pour cette tâche, pour cette séance de codage avec GitHub Copilot Coding Agent. Et du coup, de cette manière-là, on va pouvoir aussi contrôler un tout petit peu mieux combien de premium requests on va utiliser. Comme vous voyez aussi, vous pouvez choisir les modes automatique. De cette manière-là, de laisser le choix du modèle sur les services GitHub Copilot lui-même. Une autre nouvelle que je pense qui est très intéressante, c'est celle de pouvoir utiliser l'agent Code Review, même pour des pull requests qui ne seraient pas ouvertes par des utilisateurs avec licence. Cela veut dire que si vous avez des projets open source, par exemple, ou si vous avez des organisations GitHub
où il existe d'utilisateurs qui n'ont pas une licence GitHub Copilot, c'est pas grave. Quand ils ouvriront une pull request, vous avez le choix d'ajouter l'agent code review de GitHub Copilot pour faire la review, même si cet utilisateur ne dispose pas de licence. À ce moment-là, la premium request va être facturée à l'organisation où les répertoires résident. Et du coup, de cette manière-là, vous allez pouvoir, malgré le fait que pas tous vos utilisateurs profitent d'une licence, vous allez pouvoir standardiser les reviews des pull requests avec l'agent Copilot. Donc là, on vous montre tout simplement de quelle manière vous pouvez activer cette option. Ouais, il faut enabler deux paramètres tels qu'affichés ici. Donc, d'abord, la policy au niveau de l'organisation, au niveau du billing, et après, au niveau des copilotes, une politique au niveau de copilot dans les paramètres d'administration de votre organisation. Après, du côté serveur MCP GitHub, on a ajouté quelques fonctionnalités qui vont améliorer tout simplement vos interactions avec le serveur MCP GitHub en profitant un peu mieux de la fenêtre de contexte de chaque séance. Donc, tout d'abord, le paramètre, le header XMCP Tools va vous permettre de dire, alors, on va créer une instance du serveur MCP GitHub. Par contre, on va charger que les outils dont on a vraiment besoin. Avec ces headers XMCP Tools, vous allez pouvoir spécifier exactement les outils que vous voulez charger dans la fenêtre de contexte. Il existe aussi un deuxième paramètre, il s'appelle XMCP Toolset. Ce sont des collections d'outils qui va aussi vous donner davantage de flexibilité et granularité pour dire, bon, on va charger les serveurs MCP GitHub avec tel et tel outil spécifique et aussi la collection d'outils pull request, par exemple. Ceci est intéressant parce que, comme vous savez, les modèles de langage ont une taille de contexte X, d'accord, elle est fixe, et il va y avoir une incidence majeure quand on va faire de l'inférence avec ces modèles par rapport à tout ce qu'on a mis dans le contexte. Donc, si on met des outils dont on n'a pas besoin, on va polluer cette fenêtre de contexte et du coup, on va avoir moins de chances pour obtenir les résultats qu'on cherche. Donc, du coup, on vous recommande pour des cas un peu des scénarios bien cadrés, de réfléchir à indiquer exactement les outils que vous voulez charger avec le serveur MCP GitHub. Les troisième paramètres qu'on ajoute, c'est un paramètre qui va vous aider à utiliser ces serveurs MCP avec davantage de sécurité. Ce paramètre s'appelle XMCP Lockdown. Et ce paramètre est un tout petit peu spécial parce que ce qui va se passer avec celui-là, c'est qu'il va vous permettre, quand vous l'activez, de filtrer toutes les données provenant des utilisateurs qui n'auraient pas accès d'écriture sur le répertoire ou sur votre organisation GitHub. Cela veut dire, par exemple, si vous utilisez l'outil MCP pour lire des pull requests ou pour lire des issues, si l'issue ou les commentaires ou les données X ont été créés par un utilisateur qui n'aurait pas accès d'écriture sur votre repo, donc un utilisateur dont on n'a pas fait trop confiance, ces données vont être filtrées. Ils ne vont jamais être envoyés vers le modèle de langage, d'accord, pour davantage de sécurité. C'est tout à fait optionnel, mais c'est quelque chose qui peut pas mal aider, surtout dans des contextes open source où on a les administrateurs, les contributeurs officiels d'un projet et après toute une communauté externe d'utilisateurs qui viendraient rajouter des commentaires sur des issues, discuter, etc. Et on veut être sûr qu'il n'y a pas de prompt injection et tout ce type de risques. Donc, c'est à tenir en compte. D'accord? Et après, on a rajouté aussi davantage des mécanismes
des sanitisations de l'input, finalement aussi pour améliorer la sécurité du serveur un petit peu. Du côté Visual Studio, on a lancé 4 nouveaux outils pour le langage C++, 4 nouveaux outils built-in, d'accord, qui vont permettre à GitHub Copilot d'être beaucoup plus pertinent à l'ère de vous soutenir avec vos projets C++. Donc là, vous voyez ces 4 outils, Get Symbol, Call Hierarchy, Get Class, Get Symbol References. Donc, comme vous l'avez compris, ces outils vont permettre à GitHub Copilot de comprendre la relation entre symboles et les significats ou la hiérarchie des symboles dans votre projet C++, et donc du coup, de cette manière-là, être beaucoup plus pertinent à l'ère de vous aider avec n'importe quelle tâche. D'accord? Donc là, on vous explique sur cette slide de quelle manière vous pouvez les activer. D'accord? C'est sur la version Visual Studio 2026 Insiders, donc c'est un preview, mais on vous encourage quand même à les utiliser, les tester et nous faire part de votre feedback. Et du coup, pour terminer avec les slides de nouveautés, passer aux démos, la toute dernière nouveauté juste avant Noël qu'on a tous en tête, c'est celle des Agent Skills. Et donc, du coup, je vais donner la parole à Tud Kral qui va aussi nous faire une démonstration sur cette thématique. Merci, Tud. Oui, donc en fait, quand on travaille avec GitHub Copilot, vous savez, depuis les différentes présentations qu'on a fait par le passé, mais également la discussion que Daniel vient d'avoir autour du MCP, autour de la memory, l'importance du contexte, l'importance de dire à GitHub Copilot comment travailler, comment se comporter, donner de l'information. Un des défis, c'est toujours d'être capable de choisir la bonne façon de travailler. Et ce qui est intéressant avec l'arrivée des skills, c'est que ça permet d'avoir un standard maintenant. Alors, c'est encore en preview au sein de VS Code, mais on est capable de dire d'utiliser des skills et donc de les définir, de les implémenter. Je vous montrerai ça dans une seconde. Et donc de définir dans des fichiers le comportement qu'on veut avoir. Là, vous voyez ici, j'ai 3 skills différentes, ajouter un nouveau langage, créer des issues ou gérer des issues et le web app testing qui va me permettre, lorsque j'ai fait une conversation, lorsque j'ai un chat sur VS Code, sur la partie CLI ou dans le coding agent, il va rechercher ces informations, les prendre et les appliquer. Donc pour avoir un contexte qui va être mieux choisi, une fois de plus on va avoir un contexte précis, plus le code qui va être créé, généré ou les tâches qui vont être effectuées vont être précises. Donc je vais partager mon écran et je vais vous montrer 2-3 choses. Donc normalement là vous devriez voir mon VS Code. Donc au niveau du standard déjà, quand on parle de coding agent, vous pouvez, de agent skill, c'est supporté au sein de GitHub, dans le coding agent de GitHub. C'est supporté également dans VS Code, et ça vous explique la partie importante, comment ça fonctionne. Et vous avez au niveau de la spécification, agentskills.io, la façon dont ça fonctionne, la façon dont c'est organisé, qu'est-ce que c'est, quel problème cherche à être résolu. Et vous voyez ici, une skills, une définition, les instructions et les métadatas qui vont être utilisés par l'IA pour choisir, et ensuite des sous-répertoires avec des informations. Comme d'habitude, lorsqu'on travaille avec GitHub Copilot, lorsqu'on a besoin de trouver de l'information, des instructions, des custom agents, des skills, je vous conseille de toujours commencer par aller sur le répertoire Awesome Copilot, qui est vraiment une source d'inspiration, mais également une source où on va commencer à travailler sur des choses. Et si vous regardez ici, vous avez différentes parties, et notamment les skills. Moi, celle que j'ai utilisée, j'utilise la partie GitHub Issues dans ma démonstration et je vais vous montrer comment on peut créer une nouvelle issue qui fait une référence à un template.md. Je vais sur VS Code et là, supposez que j'ai une idée pour une nouvelle fonctionnalité. Je reste en mode agent. Alors, j'ai des agents spécifiques, j'ai mes agents, le planning mode, le as classique, et j'ai des agents que j'ai créés ou que j'ai importés depuis mon entreprise. Dans mon cas, j'ai juste une idée pour une nouvelle fonctionnalité et j'aimerais créer une issue. Et donc, mon issue, dans ce cas-là, parce que je suis sur GitHub Copilot, j'utilise GitHub Issues, mais si vous étiez sur
si vous êtes sur Azure Board, si vous êtes sur Jira, vous pouvez intégrer de la même façon. Rappelez-vous, MCP va vous permettre de connecter votre IA avec tous les besoins. Donc là, je vais lui dire, can you create an issue to add data visualizations for GPS in a map with satellite view. Alors, c'est plus l'habitude de travailler en anglais, j'ai plus l'habitude de coder en anglais mon application. J'aurais pu écrire en français. Donc là, classique, en fait, Copilot va regarder toutes mes instructions, récupérer les informations. Donc là, on est vraiment sur du contexte où je récupère mes instructions, l'accessibilité. Et ensuite, dans la création d'une issue, elle va regarder les features, les skills qui sont disponibles pour créer l'issue dans mon répertoire, dans mon repo GitHub. Et vous voyez, à récupérer les informations, récupère la partie, le MCP serveur. Donc, si je vais sur mon repo pour aller voir les issues, parce que là, je vais vous montrer directement sur le navigateur, hein, juste par habitude. Ici, j'ai une nouvelle issue qui a été créée directement depuis GitHub, en suivant, depuis VS Code, en suivant mon skills. Donc, comment cela a été fait, c'est que dans mon issue, j'ai défini, dans mon skills, ce que j'ai défini, je lui ai donné un nom, je lui ai donné une description qui va être utilisée ensuite par le modèle pour choisir. C'est le même principe que lorsqu'on travaille avec MCP. Lorsque vous travaillez avec des outils MCP, la première chose que va faire le chat, il va récupérer quels sont les outils que je peux utiliser pour choisir une action à faire. Dans mon cas, je lui ai dit, va chercher les issues. Lorsque tu vas traiter les issues, je t'autorise à utiliser certains outils et je définis le workflow qui va être utilisé. Tu regardes mon code, tu agis et lorsque tu vas regarder l'issue que tu as créé, je veux que tu regardes les différents templates. Et les différents templates que j'ai créés sont des templates autour d'un bug report, une nouvelle fonctionnalité. Donc, ça va appliquer automatiquement ces parties-là. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait la même chose pour rajouter un nouveau langage à mon application, donc l'internationalisation. J'ai pris un exemple, etc. Donc, le même principe pour lorsque j'ai besoin. Je n'ai plus besoin de faire des prompts spécifiques comme on le faisait avant l'arrivée des agents, parce qu'en fait, des skills, parce qu'en fait, Copilot va le faire, va choisir le skills pour moi. Ça permet d'accélérer. Et on peut également référencer ces skills dans les custom agents que va créer Daniel. Je voulais vous montrer comment on crée une skill. La meilleure façon de créer une skill, si celles qui sont disponibles sur les custom, sur Awesome Copilot n'est pas bonne ou n'existe pas, ben, en fait, moi, ce que j'avais utilisé, c'est que autour du standard, Anthropic, qui a créé ce standard à l'origine, sur lequel a participé plusieurs projets, ben, en fait, a créé un skills créateur, qui est un skills, vous voyez ici, qui définit comment on va créer la skills et qui contient certains scripts et le workflow qu'on va utiliser. Je veux que tu valides cette partie-là, que tu fais cette étape, etc. En fait, le GitHub Issue Skills, je l'ai créé de cette façon-là. C'est-à-dire, si vous regardez, j'ai simplement demandé à GitHub Copilot en mode plan. Donc, j'avais commencé en mode plan en lui disant, je veux que tu m'aides à créer un nouveau skills pour le serveur MCP et tu me poses des questions si tu as besoin. Donc, il a analysé, il m'a posé des questions, qu'est-ce que je dois faire? J'ai répondu à ces questions en mode plan et ensuite, il a appelé les différents scripts dont il a besoin et il m'a généré une première version de mes skills que j'ai pu ensuite utiliser. Donc, dans ce cas-là, rappelez-vous que le projet Awesome Copilot est un projet open source. C'est très intéressant que vous partagiez vos expériences, les ressources que vous avez créées avec la communauté. Donc, quand vous avez créé des skills, des customs, des instructions qui fonctionnent bien, n'hésitez pas, si c'est un intérêt pour la communauté, à les partager. D'ailleurs, là, Daniel, je pense que ça peut être intéressant pour toi de montrer comment tu travailles avec les agents et comment tu les enchaînes sur tes projets. Je vais stopper le partage. Super, Arthur, merci beaucoup. Donc, du coup, je vais partager mon écran maintenant. Exactement, je voulais vous parler des Custom Agents. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà utilisé. Vous avez la possibilité de créer vos propres agents, hein, vos propres, disons,
personnalité sur VS Code et aussi sur GitHub.com, hein, dans des fichiers Markdown. Donc, du coup, par exemple ici, moi sur ces projets VS Code, hein, c'est un site web très simple. Donc, un site web corporate, voilà, avec qui sommes-nous, les services qu'on offre, peut-être un formulaire de contact. Et j'ai créé quelques agents ici, custom, où je me suis basé sur l'approche TDD, Test Driven Development, pour essayer de créer un flou entre différents agents custom. Donc, du coup, pour ceux qui connaissent cette fonctionnalité, hein, qui vous permet de faire plein de choses, hein, pas seulement enchaîner ces agents entre eux, mais plein de choses. Vous pourriez dire, bon, bah, j'ai un développeur front-end, agent développeur front-end, ou un agent spécialisé sur des bases de données MySQL ou quoi que ce soit, non? Bah, du coup, ce qui vous permet, c'est de créer des flous, hein, avec cette keyword ici dans les front matter qui dit handoffs, d'accord? Je vais faire ça un tout petit peu plus grand pour vous faciliter la tâche. Mais c'est bien écrit ici, handoffs, d'accord? J'avais la doc ouverte ici parce que je veux bien que vous sachiez que vous pouvez lire ça tranquillement depuis chez vous. Ici, c'est marqué handoffs, hein, qui va vous permettre finalement de créer vos propres agents custom, mais de dire, non, attention, par exemple, quand j'ai mon agent spécialisé front-end qui achève une tâche, après, je veux que mon agent spécialisé sur le back-end reprenne la tâche et fasse ce qu'il faut faire du côté back-end, par exemple. D'accord? Mais il y a plein d'autres choses qu'on pourrait imaginer, comme par exemple dans cette démonstration, une approche test-driven development, dans lesquelles, si, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec du TDD, hein, on va d'abord écrire des tests unitaires qui vont échouer, d'accord? Parce qu'on n'a pas de la fonctionnalité dessus, derrière. Avec TDD Red, j'ai appelé cet agent TDD Red, d'accord? Donc, en fait, comme vous voyez, la description de cet agent dit, OK, tu vas écrire des tests qui vont échouer, d'accord? On est dans la phase rouge de l'approche TDD. Et après, on a un petit handoff qui dit, une fois que tu as fini, tu vas passer tu vas passer la tâche, tu vas déléguer la tâche sur TDD green, TDD vert, hein? Et tu vas communiquer avec cet agent TDD Green, avec ces prompts là. Donc, tu vas dire à cet agent, maintenant tu vas implémenter les codes minimales nécessaires pour faire passer les tests unitaires qui viennent d'être implémentés. Et n'ajoute rien d'autre au-delà de ce qu'il faut pour faire passer les tests. D'accord? Donc, du coup, le témoin va être transmis à TDD Green, comme vous voyez ici, qui a comme tâche d'implémenter les codes minimales pour faire passer des tests unitaires qui viennent d'être implémentés et qui lui-même a aussi un handoff vers un troisième agent custom qui s'appelle TDD Refactor. Ce qui va faire, c'est cet agent TDD Refactor, c'est de voir la fonctionnalité qui vient d'être implémentée avec les tests qui en fait, maintenant, ils passent, d'accord? Et refactoriser les codes pour essayer d'incrémenter la qualité, d'accord? Parce que souvent, comme vous savez, les modèles de langage, ils vont parfois avoir tendance à être trop verbose, à écrire trop de choses et ne pas prendre une marche en arrière et dire, bon, il y a quelques patterns ici, il y a une interface que je pourrais extraire, il y a une hiérarchie entre ces classes qui va me permettre de modulariser mon code encore mieux, etc. Donc, ça va être la tâche du TDD Refactor. Et pour vous montrer comment cela fonctionne, ici, j'ai lancé mon site web. Hein, on a un formulaire très, très simple ici pour introduire prénom, email et message. Et je pourrais me dire, bon, qu'est-ce qui se passe si on veut ajouter un nouveau champ ici pour que on demande les numéros de téléphone à nos utilisateurs? Bon, je pourrais utiliser mon approche TDD,
hein. Donc, il faut commencer par TDD Red. Et là, je pourrais dire, et j'ai mon prompt en anglais, hein, et là, je pourrais dire, add an optional phone number, je vais faire copier-coller, rajoute un nouveau champ optionnel qui demande un numéro de téléphone et assure-toi qu'on a de la validation pour que ce numéro de téléphone soit un vrai numéro de téléphone par rapport au standard international. D'accord? Donc là, je vais lancer ces prompts. Vous allez voir comment le modèle il va se mettre à écrire des tests unitaires, il va lancer les tests unitaires qui vont échouer, etc. Et vous voyez déjà, même si l'inférence ne s'est pas terminée, vous voyez déjà qu'il y a une petite touche ici tout en bas qui dit Make Tests Pass. D'accord? Et cette touche, elle est renderisée ici, elle s'affiche ici parce que on a vraiment indiqué ici qu'il y a un handoff qui dit Make Tests Pass. D'accord? On peut décider quels vont être les textes affichés dans la touche et on va pouvoir les lancer une fois que la tâche sera achevée. Comme vous voyez ici, d'abord, on a les tests unitaires qui sont créés. Rappelez-vous, dans chacun de ces agents custom qui ne sont rien d'autre qu'un des fichiers Markdown, hein, on va pouvoir écrire exactement. Alors, toi, tu es un agent TDD Red. Ta tâche principale, c'est celle de suivre la méthodologie test driven development pour créer des tests unitaires qui échouent parce qu'il n'y a pas de l'implémentation encore. Et on va pouvoir avoir une incidence sur la manière dans laquelle ces tests vont être écrits. Hein, si par exemple, on veut favoriser tel ou tel framework ou telle librairie pour écrire les tests, ben, on va pouvoir l'écrire ici. On a vraiment toute la liberté pour avoir une incidence et un contrôle sur chacune de ces phases red, green, refactor. Et comme vous voyez, voilà, mes tests ont été créés ici. Et là, j'appuie sur Make Test Pass. Tout de suite, on a le prompt qu'on a indiqué ici qui est injecté dans le chat et je n'ai rien à faire qu'envoyer ces prompts. Donc, vous voyez, l'agent suivant a été choisi déjà ici, ça s'affiche TDD Green. J'envoie cela et maintenant, c'est TDD Green qui va reprendre la tâche. Et qu'à nouveau, c'est un fichier Markdown avec davantage d'instructions ici par rapport à comment faire cette implémentation et de quelle manière s'assurer que les tests que les tests soient verts. D'accord? Donc voilà, peu à peu, cette implémentation va se faire. On ne va pas attendre ici à que tout soit terminé. J'ai une conversation que j'ai lancée avant notre séance où j'ai effectivement toute la fonctionnalité qui a été implémentée et le troisième agent refactor va tout simplement faire les polissages et s'assurer qu'on a un code qui est consistant, qui est bien modulaire, etc., etc. Donc voilà. Voilà pour la démo. L'implémentation va continuer et maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, permettez-moi de revenir vers nos slides et d'afficher les questions que vous nous avez partagées depuis notre dernière Office Hour du 9 décembre. Voilà. On va attendre un tout petit peu que cela s'affiche correctement. Et voilà. Allez, j'ai pas choisi. Ah, ok, attendez un instant, je vais D'ailleurs, présenter depuis cette slide. Pendant que tu mets les slides, moi, les agents que j'ai utilisés sur la même chose que toi, un peu la même approche, c'est que j'ai utilisé mes agents pour analyser mon code, un premier agent pour analyser le code pour trouver les tests qui manquent en Playwright, par exemple, et je on-off soit sur une création d'issue, soit sur une implémentation. Donc, en fait, ça vous permet de créer vraiment vos workflows en termes d'expérience développeur qui sont vraiment intéressantes. Ouais, c'est exactement ça, Hugo. Donc, quand vous pensez, par exemple, avant de se lancer, c'est vrai que
que c'est pas mal de réfléchir un tout petit peu à ce qu'on vient de voir, parce que on vient on vient de passer le hype autour des Spec-Driven Development. Spec-Driven Development, par exemple, bah, ça a démontré que le fait de codifier un flux spécifique, c'est très, très pratique, hein, parce que ça aide à cadrer un tout petit peu les étapes que l'agent doit suivre pour achever des bons résultats. Mais grâce aux agents randoms, finalement, vous avez toute la liberté pour créer les flux qui font sens pour vous, hein, pour vos approches spécifiques, hein, que parfois, ça peut être similaire à Spec-Driven, mais souvent, il y a des spécificités qui sont uniques à chaque équipe. Donc voilà, la première question, c'est comment faire de la veille sur ces sujets qui est en perpétuelle évolution. Tug, est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça? Alors déjà, j'ai un avis où effectivement, là, je comprends parfaitement la question parce que ça bouge très très vite, ça bouge tout le temps. Il y a des nouvelles choses. Vous voyez, on a à peine commencé à travailler avec le context engineering, avec des fichiers qu'on avait définis. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, c'est quelque chose qui fait partie maintenant de notre vie de développeur, c'est que ça bouge beaucoup plus vite sur ce domaine-là. Les deux choses que j'utilise, et quand je dis ça, c'est que c'est difficile pour moi qui suis même concentré sur un produit qui est GitHub Copilot. Donc, je n'ose pas imaginer votre tâche, vous, en tant que développeur, développeuse ou architecte dans une entreprise où vous avez à faire ça en plus de votre travail. Mais la façon de le faire, je pense, dans le contexte de GitHub Copilot, c'est les deux choses que moi j'utilise beaucoup, c'est le changelog de GitHub. Donc, vous allez sur github.blog/changelog et vous spécifiez dans ce cas-là pour Copilot, si c'est uniquement sur Copilot. Ça va vous donner toutes les activités, tous les développements qu'on fait sur la plateforme GitHub autour de l'IA, y compris le lien avec les différents IDE, VS Code, Visual Studio et toute la suite JetBrains, par exemple. Mais également, et celle-là, c'est là où je vais passer un peu plus de temps, c'est que tous les mois, nous avons une nouvelle release de VS Code. Si vous regardez les release notes de VS Code, vous avez toutes les nouveautés sur ce qui couvre tous les outils de développement. Mais généralement, les premiers chapitres concernent tout ce qui est IA, tout ce qui est Copilot. Et là, je vais passer un peu plus de temps là-dessus. Je vais tester certaines fonctionnalités. Alors, on n'a pas nécessairement le temps de faire ça tous les mois. Donc, ce qui va être très, très important, c'est de partager au sein de l'équipe. C'est intéressant d'ailleurs, Daniel et moi, on travaille chez Microsoft ensemble et fréquemment, on partage de l'expérience soit l'un avec l'autre, mais souvent de façon globale sur nos teams internes. Ça, c'est un point qui est également important, c'est que vous n'arriverez pas nécessairement à avoir toutes les nouveautés, à les tester, mais vos collègues ou dans les meet-up et des choses comme ça. Donc, faire de la veille, c'est aussi partager. Je ne sais pas ce que tu as rajouté, Daniel. Non, alors j'ai rajouterai déjà que c'est aussi mon travail à presque plein temps et c'est impossible de suivre tout ce qui se passe. C'est un domaine qui est en pleine ébullition. Il y a plein de startups qui voient les jours chaque semaine. Et du coup, moi personnellement, j'essaie de suivre sur LinkedIn certaines personnes que je considère très actives sur des domaines qui sont de mon intérêt, hein, parce que finalement, on va chacun choisir un tout petit peu des domaines plus précis. Hein. Dans mon cas, par exemple, le context engineering, etc. Donc, déjà, aménager un tout petit peu mon feed LinkedIn. Après, j'ai la chance de faire part des équipes Microsoft GitHub. Donc, exactement là, il y a des communautés où on partage avec tous et autres par rapport à ce qui nous interpelle le plus, qui est c'est souvent un signal communautaire fort par rapport à ce qui peut être plus impactant, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit là dehors. Il y a plein de nouveaux annonces, mais tous les annonces ne sont pas pareils. Et après, la dernière chose que je dirais, c'est l'expérimentation. Finalement, moi, je me rends compte aussi que quand je me lance au vide et j'essaie de créer quelque chose avec l'aide de l'IA, de GitHub Copilot, n'importe quoi, vraiment essayer de casser les choses et d'aller plus loin que ce que je pense que je peux y aller. Finalement, ça m'amène dans une démarche de découverte un peu forcée pour essayer de faire les choses fonctionner, qui fait que je découvre finalement, ah ben, là, j'aurais bien besoin d'un outil comme celui-là. Je le trouve, je me dis, c'est génial et j'ai fait la veille à travers l'expérimentation, ce qui est plus amusant pour moi aussi. Voilà.
Donc, allons-y avec la deuxième question. Hop. Comment faire réaliser des revues des codes par GitHub Copilot sur des pull requests créés dans Azure DevOps? Je vais répondre directement à cette question parce que j'ai la chance de faire part d'une équipe qui a créé un outil interne et open source d'ailleurs, pour permettre de faire ces reviews pull requests avec GitHub Copilot en utilisant Copilot CLI, donc l'outil sur la terminale. Donc, certes, ce n'est pas un outil avec du support officiel, c'est un outil open source créé par une collègue dans mon équipe, mais c'est quelque chose qui est parfaitement fonctionnel. Les CLI en soi, il a du support officiel, hein, donc finalement, vous allez voir sur ces liens-là que je vais partager déjà sur l'écran, vous le voyez. C'est un repo ici sur 0 GIS 0 ADO Reviewer Agent. Et vous savez les instructions même en français. Hein. Elles sont en français, en anglais, elles ont été traduites, en espagnol aussi. Il y a une vidéo YouTube aussi de ma collègue Gisela qui a créé ce petit outil. Et les fonctionnements finalement, ça a été difficile de créer cet outil. Je sais parce que je m'assois proche d'elle. Mais finalement, le concept, il est assez simple. C'est le fait d'utiliser Copilot CLI dans un workflow GitHub Actions pour aller lire votre pull request, demander à l'agent de faire une review et poster les commentaires directement sur la pull request. Donc, vous allez voir ici de tout ce que vous avez besoin pour authentifier la séance Copilot CLI contre une souscription GitHub Copilot. Tout est bien expliqué. Et donc, du coup, oui, c'est possible. On n'a pas disons, une intégration native, etc. Mais avec Copilot CLI, c'est possible. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Tuc. Non, Sinon, non, on passe à la... non, rien à rajouter. Ok, super. Bon, on y va avec la troisième. Est-ce que les fichiers agent.md et les agents.md nested sont pris en charge par IntelliJ et Eclipse? Idem pour les fichiers agent skills. Tuc, tu veux répondre à cela? Alors, à ma connaissance, les agents.md sont pris à la racine par JetBrains. Je n'ai pas testé sur Eclipse, mais je dirais que oui. Aujourd'hui, les nested agents MD, donc la capacité à créer des fichiers que vous avez de description dans des sous-folders, ne sont pas pris en compte, à ma connaissance, actuellement dans IntelliJ et dans Eclipse. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et c'est pareil pour les agents skills, ça n'est pas encore supporté par JetBrains et IntelliJ. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Alors, ça amène une discussion intéressante. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à cette évolution parce que c'est quand même intéressant d'avoir un standard. Ça permet de tester plusieurs outils, de tester d'avoir la même syntaxe. Mais c'est pour ça que, pour ma part, aujourd'hui, je passe encore beaucoup de temps au lieu d'utiliser des agents.md, beaucoup de temps sur les instructions, entre guillemets, historiques de GitHub pour avoir la même expérience sur, alors moi, c'est beaucoup d'IntelliJ et de VS Code, je n'utilise pas Eclipse, mais avoir la même expérience. Au fur et à mesure où vous allez voir les annonces, vous allez pouvoir petit à petit remplacer ça par les agents.md et les skills. Alors moi, je suis impatient d'avoir les skills qui fonctionnent sur IntelliJ parce que j'ai commencé à vraiment les utiliser depuis 15 jours là. Et ça m'aide beaucoup dans mon développement. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter, Daniel. Non, mais tu l'as très bien dit. Hein. Sur VS Code, tout est supporté. Pour l'instant, IntelliJ et Eclipse n'offrent pas support. Et oui, c'est très bien expliqué. Donc, passons à à la question suivante. Hop. Le plan AI de Microsoft GitHub mentionne l'orchestration de plusieurs agents avec Agent HQ. Comment cela va-t-il fonctionner concrètement dans une équipe? Peut-on assigner différents agents à des tâches différentes en parallèle? Alors, très bonne question. Je vais donner mon point de vue. Après, je te convie à complémenter. Oui, la vision qu'on a, c'est celle de vous permettre d'utiliser vos propres agents custom
ou des agents, des tiers parts pour n'importe quelle tâche de développement, que ce soit l'écriture du code, que ce soit la review du code, que ce soit la planification, etc. Donc, sur AgentHQ, vous avez déjà la possibilité de manager la connexion à des agents tiers, comme par exemple Cloud Code ou Codex et autres. D'accord? Alors après, aujourd'hui, c'est aussi déjà possible de prendre n'importe quel issue et faire l'assignation de cet issue à un agent custom ou l'agent copilot, etc. Donc, si je viens sur GitHub, quand vous allez sur cette touche-là, vous pouvez décrire une tâche quelconque et après appuyer sur cette touche-là et choisir soit l'agent copilot, soit un agent tiers part configuré sur AgentHQ, soit créer un custom agent avec un fichier Markdown directement. Donc oui, c'est la vision qu'on a. Et du coup, ça vous permet finalement d'avoir une parallélisation des tâches, hein, parce qu'une fois que vous lancez vos tâches, comme vous voyez ici, alors je vais ouvrir ce qu'on appelle les Agent Panel. Quand vous lancez vos tâches, vous pouvez lancer 4, 5, 6 en parallèle ou ce que vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez lancer ces tâches aussi avec les serveurs MCP. Hein. Vous pouvez automatiser le lancement des tâches en parallèle. Vous pouvez venir sur ce qu'on appelle les Agent Panel et voir comment toutes ces tâches s'exécutent en parallèle, avoir une vue d'ensemble, quelle tâche a été finie, quelle tâche a été complétée, quelle tâche est encore en train de s'exécuter et aller creuser dans les logs, voir l'implémentation en direct, etc. Donc, c'est exactement la vision qu'on a. Veux-tu ajouter quelque chose ici? Non, je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre, entre guillemets, la vision qui est AgentHQ, où GitHub est une plateforme dans laquelle on va intégrer des agents, des différents types d'agents. Alors, ça peut être des agents de code de type Copilot, Codex et Cloud Code, avec le fait qu'on puisse déjà paralléliser les tâches. Et c'est ce que font énormément des développeurs chez GitHub, c'est-à-dire qu'il y a un blog post qui a été publié il y a quelques mois où qui explique comment notre équipe de développement, dans le contexte de GitHub Advanced Security sur la validation des secrets, a utilisé ça où en fait effectivement les développeurs travaillaient en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont préparé le travail, ils ont préparé un custom agent, des instructions, et ensuite ils ont dit vous travaillez sur les secrets de type Amazon, de type Azure, etc., etc. Ils ont lancé plein de tâches en parallèle qui étaient plus ou moins identiques. En tout cas, le provider de secrets était différent, mais par contre l'objectif était de fournir le même code à la fin. Et on peut faire l'inverse, quelque chose qui est aussi intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de faire une application Next.js et vous voulez tester différents types d'authentification. Vous voulez faire du Next Auth ou autre chose. Vous pouvez préparer vos prompts, préparer votre custom agent en disant, là, je vais préparer simplement du travail en lui disant, ce que j'aimerais, c'est que tu travailles en tâche de fond, soit en local sur votre machine, parce qu'on a aussi ces capacités de lancer en parallèle en tâche de fond dans VS Code sur un worktree différent, ou sur le coding agent sur GitHub, ou dans la CLI, vous voyez, il y a plein d'options. J'aimerais que tu commences à travailler sur une implémentation de cette fonctionnalité en utilisant cette librairie, ou alors utilise une autre librairie pour implémenter. Copilot va travailler en parallèle dans deux branches différentes dans ce cas-là, par exemple, et à la fin, vous allez pouvoir comparer le résultat. AgentHQ va juste vous fournir une plateforme dessus pour monitorer tout ça, orchestrer, voire ajouter des agents un peu plus spécifiques autour de la revue ou du code. Donc, la parallélisation, c'est déjà possible. Ensuite, la façon dont vous allez configurer en fonction des équipes, ça va devenir plus sur le travail de l'administrateur. Oui, exactement. N'oublions pas que la fonctionnalité AgentHQ est très pertinente aussi pour avoir des politiques, des gouvernances cohésives à travers tous les agents qui vont venir travailler sur votre code et sur votre logiciel. Donc, finalement, la couche AgentHQ va vous permettre à travers github.com d'imposer des politiques différentes par rapport à accès aux données, par rapport à la sécurité, par rapport aux fonctionnalités ouvertes ou pas, à travers tout votre portfolio agentique sur github.com. Alors, passons à la question suivante.
Est-ce que Copilot Agent Mode peut être utilisé pour migrer du legacy code, frameworks anciens, ancienne version, vers des versions modernes? Qu'est-ce que tu en penses, Tuc? Alors ici, il y a legacy code ou ancien, ça veut dire plein de choses. Alors déjà, il y a deux points. Si vous êtes sur du, alors je vais peut-être me tromper dans les noms des frameworks dans l'écosystème .NET, il faudra me corriger, Daniel, si je dis des bêtises, ou dans la partie Java où j'ai un peu plus d'expérience. S'il s'agit de migrer ou de mettre à jour vos frameworks Spring Boot et Java quand vous êtes sur des façons assez récentes, c'est-à-dire du Java 11, des choses comme ça, que vous voulez passer vers du Java 21 ou autre, avec du Spring Boot 3 vers 3.5, etc. L'équivalent sur .NET Framework, ou c'est .NET Core, c'est là où j'ai un doute, mais quand vous êtes sur les dernières versions, entre guillemets, de .NET et que vous voulez mettre à jour, il existe un outil directement dans le Copilot qui s'appelle l'App Modernization, où vous allez pouvoir simplement poser une question en disant « mets-moi à jour ce framework ». Et là, ça va le faire, « mets-moi à jour cette application ». Ça va analyser le code. En fait, ça va faire la même chose que vous feriez si vous le faisiez à la main, c'est-à-dire regarder les dépendances, créer un plan et ensuite exécuter. Et s'il manque des tests ou des choses comme ça, vous alertez « attention, je ne peux pas le faire » ou vous prenez des risques parce que vous n'avez pas assez automatisé. Ça, c'est avec les extensions, en tout cas la partie app modernisation du GitHub Copilot. Ensuite, quand on parle vraiment de modernisation, de réécrire, je vois quelqu'un qui pose une question à propos de WinDev. Alors, je ne vais pas prendre WinDev comme exemple parce que je n'ai jamais testé WinDev avec GitHub Copilot. Mais si vous êtes sur une application COBOL, si vous êtes sur une application avec du Progress Software, parce que moi j'ai travaillé avec Progress Software dans le passé il y a très très longtemps, et que vous voulez la moderniser, c'est-à-dire plutôt faire du replatforming, si vous voulez partir du COBOL vers du Java avec des micros ou services ou équivalents vers du cloud native, du Progress Software vers une application avec du backend en .NET et un front en Next.js. Ben, vous avez une approche qui est possible avec l'IA. Alors, ça ne sera pas un outil magique, mais vous allez pouvoir commencer à faire de la rétrodoc, à comprendre pour préparer le contexte. Le point qui est le plus important quand on va faire une réécriture ou le replatforming de votre application, c'est pas est-ce que l'IA est capable de comprendre mon code? La plupart du temps, oui. C'est plus est-ce que vous êtes capable de définir l'architecture cible de façon suffisamment précise et de pouvoir organiser votre travail en sous-ensemble pour dire lorsque tu vas travailler sur cette partie-là, je veux que tu la documentes. Donc, tu prends le code, tu documentes, tu regardes si ça correspond bien. Une fois qu'on a cette partie-là, là, je peux créer un microservice dans cette architecture ou je peux créer un composant graphique ou un ensemble d'écrans. Donc, de façon itérative, on va pouvoir faire ça. On l'a déjà fait chez plusieurs clients, de la migration de COBOL vers de la modernisation Java. Et je crois que dans ton équipe, Daniel, en plus, il y a beaucoup d'expériences autour de ça et des outils qui ont été créés, un mixte entre Copilot et d'autres outils d'IA. Exactement. Il y a un projet au sein de mon équipe, géré par ma collègue qui s'appelle Julia Cordic. C'est un super projet de migration des COBOL vers Java avec Microsoft Agent Framework. Donc, on va pas s'appuyer que sur GitHub Copilot, mais vraiment tout ce qui est Microsoft Foundry, Agent Service, etc. pour faire la migration. Quelque chose que je voudrais, vous pouvez le trouver, c'est open source, hein, d'accord? Donc, je vais voir si je peux vous partager le lien après, mais sinon, jetez un coup d'œil. Julia Cordic, COBOL, Java. Une chose que je voulais dire, c'est que quand on pense à la réécriture, réfléchissez finalement à tout ce qu'on peut achever avec GitHub Copilot, les agents custom, etc. Mais il y a une complexité à créer tous ces systèmes-là. Comme tu disais, il va falloir d'abord penser à la rétrodoc pour finalement s'assurer qu'on comprend ce que ce système legacy fait. Hein, d'accord? Parce que souvent, on a des systèmes legacy qui ont été écrits il y a 20 ans, ça tourne en production, mais il n'y a pas de la doc et on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. D'accord? Donc, un agent ne va pas tout de suite comprendre comment cet énorme projet fonctionne et vous faire la migration sans autre. D'abord, il faudra faire la rétrodoc. Après, ce sont souvent des systèmes critiques en production. On ne veut pas les caster. Donc, il va falloir faire les rétrotests, d'accord, pour avoir une maille de sécurité pour s'assurer que chaque morceau qu'on va réécrire fonctionne correctement. Finalement, cette rétrodoc, ces rétrotests, on peut les modéliser comme des agents custom. On peut les enchaîner ensemble avec les handoffs qu'on vient de vous montrer. On peut améliorer leur pertinence
et contrôler un tout petit peu de quelle manière ils vont faire cette réécriture avec des skills, avec d'instructions. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout un système qu'on va devoir construire. Et la complexité, elle n'est pas à ignorer finalement. Hein. Il y a de nouvelles habilités qu'il va falloir apprendre. Et donc ça va répondre à une question qui va venir un tout petit peu plus tard de ma part. C'est la prochaine question. Voilà, à cette question d'ailleurs. À l'avenir, Copilot pourrait-il remplacer certains développeurs juniors pour des tâches standards comme test, refacto, bug fix? Et quel impact cela aurait-il sur le rôle des humains dans l'équipe? Je vais donner d'abord mon point de vue parce que j'étais en train de le faire et après tu rajoutes parce que c'est une question qui est dans nos esprits depuis longtemps. Donc, du coup, pour continuer avec ce que j'étais en train d'expliquer, oui, il y a des tâches standards, entre guillemets, ou à moindre valeur ajoutée qu'on va pouvoir finalement automatiser. Hein, la création des tests unitaires pour chaque fonction, la refactorisation simple, hein, les bug fixing. Oui, on va pouvoir les automatiser de plus en plus. Par contre, est-ce que cela veut dire que les développeurs juniors vont être remplacés? Non, je ne pense pas. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est que les tâches du jour à jour d'un développeur junior vont être différentes. Elles vont être différentes. Il va y avoir aussi davantage besoin d'experts, des développeurs juniors aussi, pour créer ces systèmes IA, comme on était en train de dire, peut-être un système qui va automatiser la réécriture du code legacy, la modernisation, la mise à jour, etc. Mais de manière agentique, pour aller plus vite, etc. Souvent, ces développeurs juniors ont un avantage. Hein. Ils sont frais, ils arrivent frais dans l'industrie, ils sont des natifs IA. Hein. De plus en plus, ils vont être des natifs IA par rapport à des développeurs seniors. Et souvent, cela leur donne un avantage. D'accord? Donc, pour moi, il n'y a pas un remplacement des développeurs juniors, il y a un remplacement des tâches que les développeurs juniors avaient l'habitude de se concentrer d'abord. Est-ce que tu pourrais compléter? Non, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, c'est comme tu l'as dit, c'est pas remplacer certains développeurs juniors, c'est que certaines tâches qu'on faisait, nous, en tant que seniors ou tech lead, qu'on n'avait pas le temps de faire, on les déléguait à d'autres développeurs. Là, actuellement, on va les déléguer à nos agents parce qu'on aura préparé le travail. La vraie question, c'est plus comment faire monter en compétence, si on revient sur la partie junior, comment on va intégrer les juniors dans notre environnement. Alors moi, ce qui m'amuse sur cette partie-là, c'est la dernière phrase que tu as donnée, c'est que j'ai 3 enfants qui sont développeurs, donc qui sont juniors, 22, 24, 26 ans. Et moi, je leur ai dit, n'hésitez pas, ils adorent coder, investissez sur le code et devenez les experts IA. Expliquez aux vieux schnock comme moi comment travailler avec l'IA. C'est vous qui allez m'aider parce que vous avez cette flexibilité. Donc moi, je vais avoir l'expérience de l'architecture et du déploiement. Les personnes vont avoir, les plus jeunes vont avoir une expérience sur comment travailler avec les nouveaux outils. Et on va monter en compétences ensemble. C'est-à-dire que notre expérience d'architecture, on va la partager dans les instructions, on va la partager dans les parties-là. Et petit à petit, ils vont monter en compétences. Au lieu de monter en compétences sur une écriture de test qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, ils vont monter en compétences, par contre, sur des vraies tâches qui seront une implémentation d'une fonctionnalité avancée, mais qui aurait été protégée par le biais des instructions et de l'IA. C'est juste déléguer des tâches différemment. Il ne faut pas penser junior ou pas junior, parce qu'en fait, là, en étant un petit peu provocateur, je veux dire, si dans votre équipe, vous avez des gens qui n'utilisent pas, vous êtes dans une équipe où tout le monde fait de l'IA et certains développeurs ne le font pas. Et si ces développeurs ne sont pas les champions du monde d'un domaine, c'est-à-dire qu'ils sont tellement compétents sur un domaine qu'on ne peut pas s'en passer. Ça existe. Hein. Mais si ce sont des développeurs d'informatique de gestion comme moi, c'est-à-dire assez basiques, où ça fait 30 ans qu'on sort des données d'une base de données, on les met sur un middleware, on les met sur un écran, et qui refusent de faire de l'IA, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les développeurs qui font de l'IA, comme ils travaillent sur plein de tâches en parallèle, ces gens-là n'auront pas de tâches qui leur seront affectées parce qu'ils seront trop lents. Donc, ce qu'il faut plutôt, c'est pas penser remplacer les développeurs juniors, c'est comment accompagner tout le monde, et ça revient à la première question,
c'est comment on fait de la veille, comment on aide les personnes qui n'ont pas encore pris en main cette partie-là à monter en compétences. C'est du change management assez classique dans notre industrie. À la différence, c'est que ça va très, très, très vite. Super. Et je suis sûr que cette année va nous aider tous. Donc, pouvez-vous nous montrer comment créer des tests automatisés avec Cypress? Alors, là, Cypress, il me semble, c'est une librairie JavaScript pour des tests automatisés UX, il me semble. D'accord, on ne va pas pouvoir vous montrer là, il nous reste 5 minutes, comment le faire. Moi, je donne mon opinion par rapport à comment je ferais ça. Cypress, j'ai regardé vite fait avant la séance, il y a de la doc en ligne par rapport à ces frameworks. C'est bien expliqué comment utiliser la librairie Cypress pour construire des tests automatisés. Tout simplement, la première chose qui me vient à la tête, c'est je créerai un agent skill. Je créerai un agent skill qui, en lisant la doc Cypress, d'accord, peut-être dans un markdown, noter les choses les plus importantes par rapport à ces frameworks, on va guider l'agent à comment créer des tests automatisés avec Cypress. D'accord? C'est comme ça que je le ferai. Non, bah pareil. C'est là-dessus. Et d'une façon générale, en fait, c'est quand vous avez une question autour de ça, c'est comment l'IA peut m'aider avec ça. Vous regardez la doc, vous prenez l'approche que vous auriez en tant qu'humain, comment vous organisez ça sous forme de petites sous-tâches dans vos skills et vous allez avoir que ça peut vous aider. Alors évidemment, ça va demander du travail, un petit peu d'itération. En fait, c'est la même chose qu'avec un humain, sauf qu'on va déléguer à son agent. Exactement. Et c'est ça qui est bien dans ces domaines, finalement, ce qui nous aide à avancer, c'est l'expérimentation. Donc, n'hésitez pas à vous lancer sur un chemin, même si vous n'êtes pas sûr que ce soit les bons chemins. Parce que finalement, sur ces domaines de l'IA pour les devs, il n'y a pas encore de chemins dictés pour chaque tâche ou pour chaque projet qu'on est en tête. On est vraiment dans une phase d'expérimentation et de trouver vraiment qu'est-ce qui va mieux. OK, donc du coup, cela nous amène à la fin de cette séance Copilot Office Hours. Donc, tout simplement, vous rappelez les ressources que qu'on met à votre disposition pour que vous puissiez continuer à apprendre davantage et à être en contact avec nous. Donc, par exemple, là, on a un training que vous pouvez compléter de votre côté, en autonomie complète, écrite par des collègues à nous, Philippe, Pierre, Georges et Damien. D'accord? Donc, ça, c'est un training très, très complet. Il est complètement gratuit. Il est disponible en ligne, donc n'hésitez pas. Après, rappelez-vous, on a tous les replays des GitHub Copilot Office Hours sur notre chaîne YouTube. Vous avez là les liens à suivre pour les visualiser. Et après, au-delà de ces trainings-là, vous avez aussi davantage des possibilités pour l'apprentissage gratuit sur ces troisième sites-là. Donc, par exemple, le développement assisté avec l'IA avec GitHub Copilot ou aussi CI/CD avec Actions. Qu'est-ce qui se passe avec la sécurité, avec GitHub Advanced Security, etc., etc. Tout ça, ce sont des ressources pour apprendre gratuitement autour de la plateforme GitHub. Voilà, donc prochaine date, la prochaine séance sera le 10 février à 17h, comme aujourd'hui, même heure, 10 février, et la suivante le 10 mars aussi à 17h. N'hésitez pas à faire la bouche-oreille et transmettre ces informations et ces liens-là à vos collègues ou à vos connaissances. Et on vous attend pour la prochaine. On espère que votre temps ici vous été utile et que vous ayez envie déjà d'expérimenter avec toutes ces dernières fonctionnalités. Faites-nous part de votre feedback à travers ces liens-là. On essaye de s'améliorer à chaque fois et n'hésitez pas à nous partager vos questions aussi. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.